Donc il est un peu plus de midi. Je vous propose qu'on quitte un petit peu le monde de l'entreprise pour faire une pause philosophique. J'accueille Abdenour Bidar. Poste de vous asseoir, ouais. Asseyez-vous là. Alors, Abdenour Bidar, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes beaucoup de choses. Vous êtes philosophe, vous êtes chroniqueur, vous êtes spécialiste de l'islam et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le plaidoyer pour la fraternité à l'issue des attentats contre Charlie Hebdo en 2015. À travers tous ces ouvrages, vous développez une notion qui est la notion du vivre ensemble. Elle est intéressante, cette notion, parce qu'on en entend beaucoup parler, on en a entendu parler aussi pendant la campagne, les politiques s'en emparent aussi. C'est quoi la définition du vivre ensemble, Abdenour Bidar? Bonjour, salut Bonjour. Marie-Gadir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les attentats contre Charlie Hebdo, hélas pas seulement contre Charlie Hebdo, contre l'hypercacher aussi. Et puis tous ces attentats qui nous ont frappés, qui nous ont bouleversés, et je crois qui nous ont décidé à nous mettre en action, justement au service de ce vivre ensemble. Alors, écoutez, je vais faire mon petit philosophe, hein, pardon, mais la philosophie, c'est l'esprit critique. C'est pas l'esprit de critique, mais c'est cet esprit critique, cet esprit de discernement qui permet de donner du sens aux mots, donner un sens nouveau aux mots de la tribu, disait Malhermé, de donner du sens aux mots, de leur donner de la valeur, et je crois de les rendre à nouveau désirables, ou plutôt de rendre à nouveau désirables ce qu'ils signifient. Et je crois qu'on a bien besoin aujourd'hui de rendre désirable le vivre ensemble, et pour ça, la meilleure chose à faire, enfin en tout cas la contribution des philosophes, c'est d'essayer de donner un peu de sens. Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est une ambition tout à fait particulière, qui est l'ambition de ne pas se contenter ensemble, justement, de cohabiter, de coexister, c'est-à-dire d'être là sur un territoire, les uns à côté des autres, sans avoir grand-chose à partager, sans avoir grand-chose en commun, en ne se connaissant pas trop, en ne se reconnaissant pas, en nourrissant simplement entre nous une relation au mieux de respect un petit peu distant ou un petit peu distante. Bon. Eh bien, l'ambition de vivre ensemble, c'est l'ambition de partager des valeurs, c'est l'ambition de partager aussi un certain nombre de bénéfices de la société. Ça me paraît très important. Par exemple, le bénéfice de la justice. Est-ce que nous sommes aujourd'hui une société dans laquelle le bénéfice de la justice sociale est véritablement partagé? Nous le constatons tous au jour le jour, nous sommes dans une société qui est extrêmement fracturée, hein. On l'a dit, le premier qui l'avait repéré, c'était Michel Maffesoli dans les années 90, le sociologue de la Sorbonne, qui disait « Nous vivons au temps des tribus ». C'est-à-dire nous vivons au temps des communautés qui de plus en plus ont tendance à vivre justement dans l'espace social, simplement dans une relation qui est une relation de cohabitation, c'est-à-dire de juxtaposition entre ces tribus. Il y a eu un Oh là là, recul non, il n'y a pas eu un recul, il y a eu une aggravation, hein. Et puis on a parlé, ensuite on s'est mis à parler de fractures sociales. Et puis ensuite, dernièrement, les sociologues se sont mis à nous alerter de façon très très urgente, très aiguë sur une France dynamique d'un côté, et puis de l'autre côté, une ou plusieurs France périphériques, c'est-à-dire des France oubliées, pas seulement la France de certaines banlieues, hein. Il y a des banlieues qui sont très dynamiques, mais des France rurales, par exemple, là où, dans ce que les géographes appelaient autrefois le rural profond, eh bien les gens se sentent délaissés, se sentent abandonnés. Et alors même qu'il n'y a pas de péril particulier là où ils sont, ils se mettent à voter dans le sens du repli sur soi et du rejet de l'autre, c'est-à-dire à voter notamment pour l'extrême droite. Pardon, mais Donc il y a effectivement, dans ce souci de vivre ensemble, je crois, le souci à nouveau d'être dans une société, je dirais trois qualificatifs, du partage, une société de la justice, une société aussi de l'inclusion. De l'inclusion, c'est-à-dire de la connaissance et de la reconnaissance plénière que nous pouvons nous attribuer les uns aux autres comme faisant partie, comme appartenant tous de plein droit, sans discrimination, sans privilège, à la société, à la nation et à l'histoire de la France. ces valeurs que vous portez, est-ce que c'est si simple finalement de les partager vu le contexte actuel? On parle des attentats, on a les clivages politiques, les difficultés des Français au quotidien, on en parle tous les jours. Est-ce que c'est si simple de vivre ensemble aujourd'hui? C'est pas simple, mais il y a une très grande bataille qui vient de s'engager, et j'aimerais qu'on en soit tous conscients. Et là, le fait qu'on soit ici ensemble, c'est le signe qu'on en est déjà conscient, mais qu'il s'agit maintenant de propager cette prise de conscience et la prise de confiance qui va toujours avec la prise de conscience. En l'occurrence, la grande bataille, c'est entre tout ce qui se déchire et tout ce qui se répare. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui continuent, on l'a dit, aggravation, tout un ensemble de choses qui continuent de se déchirer dans notre tissu social. Par contre, il y a aussi en face, et nous en faisons partie, dans le camp des engagés, des mobilisés, tous ceux qui ont décidé de contribuer à, j'avais dit ça comme ça dans mon livre Les Tisserands, consacré à donc tous ceux qui tissent ou qui retissent aujourd'hui, qui se sont consacrés donc à réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire que notre intelligence collective s'est mise en route face à un phénomène d'urgence pour essayer de se dire, chacun à sa place, qu'est-ce que je peux faire ?
Et moi, comment est-ce que je peux participer? Comment est-ce que je peux devenir tisserand? C'est-à-dire comment est-ce que je peux contribuer à réparer là où je suis, à mon niveau de responsabilité, dans l'administration où je travaille, dans l'institution où je travaille, dans l'entreprise où je travaille, dans l'association où je me suis engagé, dans le club où je suis éducateur, etc. Comment est-ce que je peux apporter ma petite part, faire ma petite part de cette grande tâche qui nous sollicite aujourd'hui, qui est de réparer ensemble le tissu déchiré du monde, où, je le dis d'une manière un petit peu différente, mais qui peut nous être utile pour nous montrer à quel point nos combats aujourd'hui sont reliés et ont du sens à condition d'être reliés, notre participation collective à la création ou à la recréation partout où nous sommes, partout où nous vivons, partout où nous travaillons, d'écosystèmes de fraternité. Les écosystèmes de fraternité, c'est-à-dire que, et je le dis comme ça, vous avez compris pourquoi, le souci de la nature, le souci du durable, hein, c'est-à-dire le souci de l'écosystème au sens où on l'entend ordinairement, eh bien, ce n'est pas seulement là que ça se joue. Et nous n'avons pas, nous les êtres humains, simplement à retrouver le sens d'un écosystème, c'est-à-dire d'une relation symbiotique, disait Michel Serres, entre la nature et nous. Mais entre nous, les hommes, nous avons besoin de retrouver une nature symbiotique et d'avoir à nouveau cet art social, comme aurait dit Condorcet, de reconstruire entre nous des écosystèmes dans lesquels nous pouvons échanger véritablement ou vivre véritablement selon une relation, je disais tout à l'heure, de justice, de partage, d'inclusion, où les uns et les autres ne se sentent ni exclus ni rejetés, mais où véritablement circule le bénéfice absolument extraordinaire aujourd'hui, le bénéfice pas seulement de la richesse, hein, mais le bénéfice de toutes les richesses matérielles et symboliques dont nous disposons dans une société où, je cite Mohamed Younous, j'aime beaucoup son image, vous savez, celui qui avait eu le prix Nobel d'économie, qui était l'initiateur du microcrédit, il disait « Nous avons aujourd'hui une telle capacité à produire de la richesse que nous pourrions mettre la pauvreté au musée ». Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, juste comment on fait pour diffuser ces valeurs donc, que vous dites dans votre ouvrage que ça passera forcément par l'école. Est-ce que les médias ont un rôle à jouer aussi là-dedans? Non. Merci, au revoir. Jusque-là, tout allait bien. Bien dans entendu, les contenus qu'on diffuse, les programmes. Oui, bien entendu, parce que faire savoir, c'est propager, c'est donner à voir quelque chose. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous avons besoin, nous les citoyens? Eh bien, par rapport à ce sentiment d'impuissance, voire de nausée qui nous gagne souvent face à une actualité dans laquelle on ne nous parle que des problèmes, que de tout ce qui se déchire, de tout ce qui va mal, de tout ce qui se défait, de tout ce qui nous met en tension, qui est anxiogène, qui nous inquiète, etc. Je crois que le seul moyen, un, de ne pas se décourager, et deux, de prendre confiance, c'est aussi d'avoir accès, par la visibilité que peuvent lui donner les médias, à tout ce qui aujourd'hui, cet immense effort d'intelligence et d'engagement collectif qui est en train d'essayer de réparer le tissu déchiré du monde. Et donc, plus nous pouvons être nombreux à propager, bon, je vais le faire sur le mode un peu messianique, la bonne nouvelle, mais vous savez, hein, voilà, dans l'histoire de l'humanité, ce sont souvent les grands archétypes qui reviennent. Hein. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a besoin de se partager entre nous la bonne nouvelle qu'il y a quelque chose qui est possible face à ce qui nous a épouvantés avec les attentats, mais qui nous a énormément renvoyé à nous-mêmes. Ce n'était pas seulement une menace extérieure, c'est quelque chose qui nous a renvoyé à tout ce qui dysfonctionnait dans notre société. Et donc il y a eu un effet, si vous voulez, de sidération, et puis aussi, comme menace, un effet d'accablement. Et donc pour résister à cette menace de l'accablement, eh bien, je crois que la meilleure chose qu'on a à faire, et là les médias ont un rôle absolument crucial, c'est de propager le sens de l'engagement. Oh, regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Ces gens-là, au début, ils étaient dans tel quartier, ils étaient dans telle commune, ils étaient dans telle région, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils ne se sont d'ailleurs pas posés au départ la question des moyens. Ils ont foncé, ils ont commencé à s'associer, ils ont commencé à tricoter des petites choses ensemble, ils ont créé une association, ils sont allés chercher des partenariats, ils sont allés chercher des bonnes volontés, et voilà ce qu'ils ont réussi à faire. Et donc je crois qu'il y a un effet de contagion positive, un effet absolument communicatif, dont aujourd'hui nous avons un besoin vital. On va en parler justement dans la prochaine table ronde sur les contenus de TF1. On va voir si on propage bien la bonne nouvelle, vous nous direz. Merci beaucoup, Abdel Bida. Merci beaucoup.